Attachez vos ceintures. Salut à tous et bienvenue pour la partie 2 sur la défense au couteau. Dans les premiers chapitres, on a discuté des raisons et du bien fondé de l'adoption d'une lame pour se défendre. Alors allez voir la partie 1 si ce n'est pas encore fait. À présent, on va aborder la vraie partie casse-gueule, comment utiliser un couteau pour protéger sa vie. Pour rappel, c'est une expérience de pensée et la plupart des gens comprendront qu'on parle de situations dramatiques et extrêmes. Arrêtez de nous prendre pour des Mongoliens quand même! Pour rappel déjà, la première règle, éviter toute confrontation. C'est logique. Si on utilise un couteau nous-mêmes, c'est qu'on juge qu'il y a un risque immédiat et réel pour notre vie ou celle d'autrui. Alors à moins d'en être là, il n'y a pas de bonne raison pour sortir un couteau, et si vous n'obéissez pas à cette règle a priori simple, vous serez vu à juste titre comme l'agresseur. Cependant, les situations peuvent être variées. En face, l'agresseur peut nous menacer avec une arme, ils peuvent être à plusieurs aussi, ils sont 5, ils disent qu'ils vont nous massacrer, ils vont chercher des battes de baseball, ouais là on peut se dire qu'il est temps de sortir le Pinel. Pareil si on se retrouve au sol et qu'il tente de nous piétiner la tête, voilà, on sent instinctivement que si on ne fait rien, on risque d'y passer. Autre cas aussi, bien je suis une femme. Vous n'êtes pas un homme. Ah non. Je dois faire face à un agresseur plus imposant physiquement. Bref, vous commencez à piger le tableau. Encore une fois, ce que je raconte n'a aucune valeur légale, donc ne prenez pas tout au mot. Si ça vous arrive et que vous sortez un schlass, je pense que le juge tiendra un tout autre discours, mais ça, c'est un autre problème. Ça va mal tourner cette histoire. Bon, une fois qu'on a sorti le couteau, qu'est-ce qu'on en fait? Si ça devait m'arriver, le couteau servirait uniquement à me dégager de l'agresseur, à créer et garder de la distance tout en le menaçant. Dès lors qu'on l'a éloigné, eh bien on doit se barrer fils, parce que à ce moment-là, on a légalement et pour moi moralement plus le droit de l'enchaîner avec une arme létale, surtout si l'agresseur n'est plus en mesure de vous nuire. Ensuite, dans les faits, ce sera à la police et à la justice de mener son enquête, commencer à connaître la chanson. En attendant, le plus important, ça reste de survivre à la confrontation. Si en plus de rester en vie, eh bien, on peut éviter de donner des arguments à la partie adverse et diminuer les risques d'emprisonnement, c'est tout bénef. Niveau pratico-pratique. Alors il existe 1000 techniques différentes au couteau, il y a plein d'écoles et de méthodes différentes. Bon, déjà pour commencer, moi ça me fait rire ceux qui disent que l'usage du couteau en défense est à réserver aux gens qui ont suivi un entraînement poussé. Parce que bon, ce sont des disciplines qui sont très rarement enseignées, difficilement disponibles, même quand on est dans les forces armées. Je pense qu'il y a seulement peut-être une poignée de clubs de Kali, de Penchak Silat, / Eskrima. Peut-être aussi que certains profs de Systema ou des particuliers enseignent l'usage du couteau, et encore. Le citoyen lambda va donc devoir se débrouiller avec ce qui lui est disponible, c'est-à-dire le club de défense entre guillemets basique qu'il aura choisi. Il aura aussi accès à des sources vidéo littéraires, et puis il va surtout utiliser son cerveau. Et là, je parle pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que le couteau, parce que pour rappel, ce n'est pas du tout l'arme idéale, comme je l'ai dit dans la première partie. Et oui, dans un monde parfait, seuls les gens parfaitement entraînés et formés devraient porter une arme pour se défendre. Mais dans un monde parfait, les agressions mortelles ne devraient pas exister non plus, et donc cette vidéo n'aurait pas de sens. Ouais, c'est pas faux. Eh bien, si on parle de quelqu'un qui a quelques bases d'autodéfense, je privilégierais un style le plus basique et le plus instinctif possible. Avant tout, il va falloir s'entraîner à dégainer vite et de façon sûre, et ce, peu importe le couteau et le mode de port qu'on choisit. Il faudra alors pratiquer des drills régulièrement avec votre setup et avec les vêtements du jour. Ouais, parce que vous verrez que ce n'est pas la même chose de sortir une lame quand on porte 5 couches ou si on est en short t-shirt. Il faudra s'adapter à toutes ces conditions. Et une fois que le couteau est sorti, qu'est-ce qu'on en fait? Bah rien de bien sourcier, on se met en garde et puis on avise. En garde, espèce de vieille pute dégarnie! Moi, à mon avis, je trouve que le plus simple, c'est d'adopter un petit peu style une garde à l'anglaise ou alors Muay Thai, donc assez serré, surtout si l'adversaire est proche. Et ensuite, on envoie son couteau comme si on envoyait un coup de poing, donc avec ça, on Toujours fait de trois des quarts directs, des coups circulaires, des uppercuts. J'essaierai de vous mettre quelques petits extraits où j'ai pas l'air trop ridicule, parce que bon, on a toujours l'air un peu con quand on fait ça devant son miroir. Sinon, voilà. Je trouve que ça reste le plus instinctif et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai incité à se former au combat dans la première partie. Et puis ensuite, si on veut vraiment être efficace, ma petite botte secrète, bon, même si c'est pas moi qui l'ai inventé, mais par contre ça fonctionne toujours, mais dans 100% des cas avec des partenaires. Ah bon?
et ben, on envoie la main non armée en diversion, par exemple au visage, puis après, hop, en même temps, on vient piquer plus bas, ou avec un angle différent. Petite astuce gratuite, quoi. Ah, et puis désolé pour ceux qui seraient déçus parce qu'ils pensaient que j'allais faire des vrais démos de technique en vidéo avec des partenaires et tout ça. C'est quand même assez compliqué à réaliser, surtout pour avoir un bon rendu. Donc voilà, désolé, ce sera peut-être pour une autre fois, mais pas pour l'instant en tout cas. Allez, on passe à la suite. Dans la plupart des arts martiaux et sports de combat, on apprend à bloquer et à dévier les frappes. Dans ce cas, on pourrait utiliser le couteau pour dévier les coups qu'on va venir en venant slasher l'avant-bras ou la jambe si c'est un coup de pied. Et quand je dis slasher, c'est pas genre venir caresser doucement, non, c'est vraiment... On applique une pression et puis hop, on la serre vraiment bien profond. I need to cut really the tricep, not just to slash, to cut the triceps. Cut the leg very strong, okay? Not just this. This. Habile. Évidemment, ça demande d'excellents réflexes, comme pour tout dans une bagarre, mais si on réussit son coup, ça devrait venir sectionner des muscles et des tendons. Selon la zone touchée, ça le handicapera plus ou moins et ça devrait lui faire prendre conscience qu'il serait plus sage d'abandonner. Après ça, selon vos positions relatives, visez la partie du corps qui a de l'intérêt pour soit diminuer sa mobilité ou alors les gros axes artériels. Et puis si on en arrive là, c'est que c'est déjà une question de vie ou de mort. Dès lors, lorsqu'on poignarde, on vient en même temps tourner et arracher pour maximiser les lésions et on recommence si nécessaire. Ça vous ennuie si je vomis ? Pour ce faire, je pense que le mieux et le plus instinctif, ça reste une prise marteau, ou alors une prise inversée en pic à glace. Parce que bon, dans le feu de l'action, même si on perd un petit peu d'allonge, je crois que ça reste beaucoup plus sûr qu'une prise sabre. La prise sabre, c'est voilà, vraiment comme ça, où on croque un peu le poignet, le pouce sur le dessus de la lame. Voilà, voilà. Ouais, décidément, ce ne sera pas la vidéo la plus légère de la chaîne. C'était de l'humour. Personne ne rit, là. Oui, mais c'est parce que c'était mal dosé. Question méthode, je dois dire que je suis assez fan du Martial Blade concept de Michael Janich, dont j'avais déjà parlé dans la vidéo sur les lames Wandcliffe. Le principe est relativement simple si on veut, on coupe et on taille en défense pour piquer ensuite en riposte. Le but pour rappel n'est pas de transformer l'autre en passoire, mais de créer de la distance pour permettre la fuite. Évidemment, il y a plein de cas de figure différents et ce dont on vient de parler reste très théorique, et s'il y a bien un seul conseil que je puisse vous donner, c'est d'apprendre à anticiper et à vous adapter rapidement aux situations. On pourrait aussi imaginer des scénarios où il serait judicieux de frapper en premier, entre guillemets en traître, mais où ça se justifierait. Exemple, vous sentez que la situation va dégénérer, on vous menace, ils sont à plusieurs, et ils tentent de vous emmener dans un autre endroit. Ça peut être un véhicule, peut-être un lieu sans témoin, en tous les cas, pas dit qu'on vous revoit un jour si vous les suivez. À ce moment-là, c'est vraiment drapeau rouge quoi. Signe que c'est sérieux, et là je m'adresse en particulier aux quelques femmes qui se seraient aventurées jusqu'ici. En tout cas, une chose est sûre, il vaut mieux les prendre par surprise quand c'est votre seul avantage. Et pour cela, il est crucial de savoir dégainer en un éclair et de viser des zones de choc ou des zones vitales, principalement la gorge et les yeux. Et ça fait mal. À ce moment-là, dès que c'est fait, eh bien, vous dégagez ou alors vous passez au suivant si la fuite est impossible. Bien entendu, ce principe reste valable même si vous êtes désarmé. Et alors, le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Là aussi, il faudra de sacrés réflexes, beaucoup d'assurance, mais encore plus de la chance. Il faut des aimes très cruels. Je rappelle une énième fois que ce n'est que ma vision des choses. Je ne prétends pas être un bagarreur, même si ça m'est déjà arrivé de devoir prendre et de devoir donner des coups dans la rue. Franchement, j'ai vu assez de mecs se faire démonter pour me passer l'envie de ce genre de choses, et puis il n'en faut pas beaucoup pour se retrouver à l'hôpital avec des séquelles pour le restant de sa vie. Là, il a l'air de savoir ce qu'il dit, non ? Non, mais je vous assure. J'anticipe déjà les remarques que vous ne manquerez pas de m'écrire, du coup j'en profite pour vous dire que je répondrai avec le plus grand plaisir à tous vos commentaires tant qu'ils demeurent constructifs. Pour en finir avec cette partie sur l'utilisation d'armes blanches en défense, j'ajouterai simplement que les situations où des gens se sont défendus avec succès à l'aide d'un couteau semblent très rares. Mais genre super rares quoi. Il y a des tas d'enfants pauvres dans les rues. Je vois où tu veux en venir. Je vais m'acheter un fusil. Globalement, ça reste des cas très difficiles à analyser. L'agressé peut vite devenir l'agresseur et personne ne sort jamais vraiment vainqueur de ce genre d'histoire. J'ai jamais entendu parler de gens qui sont défendus efficacement, entre guillemets, avec un couteau. Tout ce qu'on m'a rapporté, c'était des on-dit invérifiables.
Et puis, comme vous vous en doutez, ça implique souvent une altercation verbale qui dégénère Excusez-moi. Peter. et qui est avortée par quelqu'un qui sort un schlass de sa poche. Il est pas fou. Il est cinglé. Ouais, sujet à débat quoi. Ah, on va enfin pouvoir aborder la partie un petit peu plus ludique. Donc pour moi, voici quelques points auxquels il faut être attentif à mon sens dans le choix d'un couteau pour la défense personnelle. Pour rappel, on parle d'une situation hypothétique et dans un contexte civil. On ne parle donc pas de couteau de combat pour les militaires ou pour les professionnels. Vous verrez aussi que je ne parle que de couteaux fixes. Et ouais, bon déjà parce que je parle que de couteaux fixes en temps normal, et aussi parce que je trouve que les pliants ne conviennent pas à ce genre d'usage. Il y a beaucoup trop d'erreurs humaines possibles entre le moment où on a décidé de sortir le couteau, jusqu'au moment où il est vraiment prêt à être utilisé. Il faut déjà le trouver dans sa poche, espérer qu'il soit dans le bon sens, le sortir, le déplier, de préférence à une main, ce qui pour certains modèles peut être déjà un petit peu plus compliqué, s'assurer qu'il soit bien verrouillé, et puis enfin ajuster sa prise en main. Tout ça en même temps que vous viviez certainement l'expérience la plus violente de votre vie, la plus traumatisante. Et voilà, j'ai failli me couper déjà. Champion! Donc désolé de vous le dire, peu importe le modèle, un pliant ne fera à mon avis jamais un couteau de défense optimal. Excusez-moi, il faut que j'aille tuer quelqu'un. Ensuite, vous faites ce que vous voulez, hein, je ne suis pas votre mère non plus. En premier, j'opte donc pour la discrétion. Je sais, ça tombe sous le sens, mais compte tenu du contexte dans lequel on vit, il est impératif que ça ne se voit pas. Alors j'ai déjà entendu des trucs de fou, hein, l'exemple d'un type qui me disait porter un buck full size. Il est tout à fait fou ce type, hein. Donc un 119 ou un 120, je ne sais plus trop. Bon, j'ai envie de dire que si ça fonctionne pour vous et votre morphologie, pourquoi pas, mais je vois difficilement comment on peut porter quelque chose qui fasse plus de 12 cm de lame, tout en restant discret et sans porter de veste par-dessus. Ouais, parce qu'avec la veste, on peut un peu tout porter aussi, donc c'est un peu de la triche. Pour rester discret, il faudra donc faire attention au choix de l'étui, au mode de port et à la forme du manche. Les manches coudées, comme attendez, où est-ce qu'il est, voilà. Comme celui-ci par exemple, ben ça reste plus facile à dissimuler sous un t-shirt qu'un long manche droit. De même pour l'étui, un kydex porté en inside, eh bien, il sera quasiment invisible vu qu'il dépassera moins au niveau de la taille que s'il était porté à l'extérieur. Et pour ceux qui s'obstineraient à porter un pliant dans ce but, sachez que le clip de poche, ça se remarque tout de suite du point de vue des flics ou d'autres voyous. Je sais pas trop, c'est pas une stratégie gagnante pour eux. Oh là là, voyou, c'est vraiment démodé ça comme terme. Bon, sinon le meilleur test pour voir si le critère de discrétion est respecté, c'est de demander à un proche, quelqu'un qui vous connaît quand même plutôt bien, de voir s'il ne remarque rien à votre tenue. S'il ne s'aperçoit de rien de suspect quand vous bougez et quand vous vous tournez, c'est que ça passe inaperçu. Toujours dans le thème discrétion, on peut aussi parler des couteaux qui n'ont pas des têtes méchantes et qui pourraient passer en cas de contrôle. Et puis je n'aborde même pas la question des couteaux dissimulés dans d'autres objets, souvent illégaux d'ailleurs. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Et puis le cas des lames non métalliques, dont j'avais d'ailleurs fait une petite vidéo pour Halloween, je crois. Ah, là aussi on aborde un point crucial. Combien de temps vous faut-il pour dégainer et amener le couteau en position d'attaque? Comme dit plus tôt, si on est amené à l'utiliser, il faut lancer une frappe explosive en espérant qu'elle soit résolutive au maximum. Donc là aussi, les pliants sont d'office disqualifiés. La vitesse de déploiement, elle dépendra avant tout de 4 facteurs, donc la forme du manche, le système de port qui comprend l'étui et la localisation, la tenue vestimentaire, et puis enfin, le plus important, ça dépendra de votre entraînement. Toutes ces variables font que chaque cas sera unique, et alors je vous invite aussi à tester devant miroir, déjà par simple curiosité. Commencez à vitesse réduite, prenez garde au trajet de la lame, donc ne vous éventrez pas dans la manœuvre. C'est écœurant. Et augmentez la vitesse progressivement. La clé, ça reste de bien dégager les vêtements, puis d'attraper fermement le manche, et là, vous comprendrez pourquoi dans mes revues, je critique souvent les kydex qui remontent trop haut sur la poignée. Tiens, je vais en montrer quelques exemples. Voilà, par exemple, le Tops Cut 4.0. Est-ce que j'en ai d'autres ici? Non, je crois pas. Bref. Il m'interrompt tout le temps, et tout s'y crache sur livre, et tout s'y crache sur livre, voilà. Donc, soyez aussi attentif lorsque vous rangez votre couteau. Ce serait bête de se piquer dans l'artère fémorale.
Parce que, pour rappel, ça pourrait vous coûter la vie en moins de 2 minutes. Ça va très vite, hein? Avant de passer au point suivant, je vous montre vite fait quelques étuis que je trouve particulièrement bien conçus. Alors, il y a celui du Rapid Strike que je viens de montrer. Donc ça c'est un bon exemple, avec un clip bien raide. Un autre, par exemple celui du Isula, qui, alors que c'est un couteau de survie, est franchement pas mal pour un pot discret. Voilà. On a directement une bonne prise en main aussi. Là aussi, un clip qui est très stable. Voilà. Et là, mon Ka-Bar TDI Endurance avec un étui Armatus Curry, avec la rampe pour le pouce et un bon accès au début du manche. Voilà. Vu que je parle du Endurance, j'en viens à son étui d'origine. Voilà. Donc moi je déconseillerais a priori tous les étuis avec un système de boutons pour le déblocage. Voilà, donc la loi de Murphy, tout ça, c'est le genre de truc qui peut merder au moment où on en a le plus besoin. Si on n'est pas parfaitement drillé, pas parfaitement entraîné, et bien on peut très vite oublier de presser le bouton. Et du coup, si on vient d'abord tirer et qu'on essaie de le débloquer, ah bah là ça fonctionne plus. Voilà. Donc, morale de l'histoire, prenez un simple Kydex, sans système supplémentaire et inutile. Dans cette sous-partie, on va parler de l'ergonomie générale de votre couteau. Est-ce que le manche agrippe bien la main? Est-ce que le couteau dispose d'une garde? Une garde, ça évite les coupures. Putain, je me suis coupé! Et puis ça permet de ne pas mélanger son sang à celui de l'agresseur. VIH, hépatite, je rappelle un peu tout ça. On s'entend bien, ici le confort reste secondaire, c'est pas comme si on allait l'utiliser pendant des heures et des heures quand on est en train de se battre pour sa vie. Par contre, si votre couteau a une bonne ergonomie, vous aurez plus tendance à l'utiliser au quotidien, et vous serez donc plus habitué à le manier. D'ailleurs, point bonus à tous les couteaux qui viennent avec leur trainer, donc leur version d'entraînement, qui ne coupe pas, qui ne pique pas, qui permet de s'entraîner avec, de le manipuler en toute aisance, sans danger. C'est assez pratique, ça permet de ne pas devoir changer de partenaire d'entraînement à chaque fois qu'on réussit une attaque. Pas drôle de jouer avec toi. Évidemment, le type de couteau a aussi son importance, parce qu'on n'appliquera pas les mêmes techniques avec un push dagger, avec un couteau pical, ou encore avec une lame à double tranchant. Pareil pour tous les karambits, mais là c'est limite un autre art martial complet qu'il faudra étudier. Aïe aïe aïe, pouvoir lésionnel. Bon, là c'est vraiment le point sensible, et comment parler de ça sans passer pour un dangereux taré. Il y a donc deux écoles, d'un côté ceux qui pensent qu'une mini-lame peut suffire, le but étant de surprendre et d'infliger de la douleur à l'adversaire, un peu dans le même style, la même philosophie je vais dire que les griffes de Fred Perrin. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui pensent que si on en est au point de sortir un couteau pour préserver sa vie, il ne faut pas y aller avec la cuillère du dos de la main morte. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Perso, je trouve que les deux visions ont leur mérite, même si d'un côté, j'ai plus tendance à dire que voilà, qui peut le plus, peut le moins. Et pour parler de pouvoir lésionnel, il faut parler de lésions. Les couteaux peuvent en infliger de deux types, en longueur et en profondeur, et sans surprise, ce sont les plaies profondes qui sont les plus mortelles. Il y a aussi différentes façons pour arrêter un agresseur, et donc différentes cibles. Sectionner muscles et tendons pour limiter ses mouvements, toucher des organes sensibles pour induire un choc nerveux immédiat, les yeux, les reins, le diaphragme, et enfin perforer les grosses artères pour faire chuter la pression artérielle, perte de connaissance et décès dans la foulée. Voilou, et je ne parle même pas de l'aspect psychologique de certaines blessures comme l'éviscération ou l'ablation de quelques phalanges. Bon, je ne sais même pas pourquoi je rentre autant dans les détails. Parce que c'est rigolo! T'es un malade, Bernard, un malade! Dans ce cas, c'est important d'avoir un couteau avec une bonne pointe qui saura traverser d'épaisses couches de vêtements. Ouais, je sais, on ne s'y attendait pas. L'idéal, ça reste une pointe assez solide pour ne pas directement se briser quand on va taper avec force contre de l'os, et évidemment, le tranchant doit être impeccable.
Donc, par exemple, cette pointe-là, ultra acérée, mais voilà, un peu fine quand même, hein, pour le CR4 SPO. Bref, si vous suivez aussi un peu mes tests de couteau, ben, je pense avoir démontré que même des vêtements courants peuvent se révéler assez résistants, même contre une lame bien affûtée. Niveau longueur de lame, je pense qu'il vaut mieux rester dans une fourchette raisonnable, c'est-à-dire entre 6 et 12 cm, ça me paraît plutôt bon. Bien évidemment, selon les contextes, on peut dépasser cette limite dans un sens comme dans l'autre, parce que c'est vrai que si demain on me demande d'habiter en Afrique du Sud, et que je n'ai pas droit à un flingue, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais je me débrouillerai pour avoir un truc de ce style-là sûrement. Ça, c'est un couteau fixe. Outre la longueur, la largeur de lame possède également son importance quand il s'agit de faire bobo. Mais là, on sera assez vite limité si on veut rester discret. Difficile de dépasser les 4 cm de large. Petit cas particulier, les push daggers. Déjà leur utilisation est assez instinctive, surtout si vous avez quelques rudiments de boxe. Même les grands modèles restent discrets et pour leur déploiement, eh bien, il suffit d'attraper la poignée. Niveau efficacité, il n'y a pas à disserter et puis j'ai déjà toute une vidéo qui leur est dédiée. Maintenant, que faire si on se retrouve à l'étranger et qu'on ressent le besoin de s'équiper, juste au cas où? Ben, pas de panique, pas besoin d'emporter un de vos précieux couteaux et risquer de le perdre. Il suffit de passer dans n'importe quelle grande surface et de débourser quelques euros pour un couteau à fruits et un rouleau de duct tape s'il n'a pas d'étui. Ça a des lames généralement très fines, qui coupent quand même assez bien. Et puis même voilà, c'est des aciers qui s'affûtent très facilement, même sur un bout de béton, ça devrait le faire. En tout cas, ça dépanne. Au final, ne vous cassez pas trop la tête sur ce sujet, tant que c'est un couteau solide, qu'il a une pointe et qu'il coupe, ça devrait faire le travail. Vous aurez remarqué que j'ai passé mon temps à rappeler dans cette vidéo que j'expose des cas hypothétiques et qu'il vaut mieux se tenir à ce que dit la loi si vous ne voulez pas d'ennui. Pour le reste, vous êtes bien entendu assez grand pour faire vos propres choix dans la vie et user de votre esprit critique. La défense avec couteau, c'est un vaste sujet, je n'ai même pas abordé tout ce que je voulais, mais voilà. Flemme de faire une vidéo d'1 heure aussi. Avant de finir, je vais vous renvoyer vers quelques personnes ou sources qui m'ont inspiré dans cette démarche. Alors il y a d'abord Michael Janich de Marshall Blade Concepts. Donc j'ai déjà beaucoup cité, il y a beaucoup d'extraits qui sont disponibles en ligne. Donc c'est à la base des petits DVD de formation, mais tout est très bien expliqué. Ensuite il y a Tactical Combat Systems, alors lui c'est une chaîne YouTube tenue par un Roumain. Il fait d'excellentes vidéos sur la défense au couteau. Il propose aussi des formations et des e-books. Des e-books, donc des livres électroniques, je vous mettrai quelques extraits. Et si vous voulez être complet, je vous le recommande vivement, parce qu'il parle de stratégie, de port d'armes. Il propose aussi des drills et des exercices concrets pour gagner en précision et en rapidité. Ses livres sont pas mal, il a tout illustré avec ses propres dessins. Par contre, bon, son anglais est à chier, mais ça reste compréhensible quand on a un niveau basique. Ensuite, il y a Fred Mastro, alors c'est un formateur en self-défense, c'est un Belge qui est assez connu. Il propose du contenu aussi assez intéressant, assez entre guillemets terre à terre. Et il propose même, il a ouvert plusieurs écoles en Belgique. Et puis, si vous aimez la lecture et que vous n'y connaissez pas encore grand chose en sécurité personnelle, je ne peux que vous recommander Protégor. C'est un peu le livre qui m'a initié en la matière, et même s'il commence à dater, il reste tout à fait pertinent. D'ailleurs, Protégor avait même ouvert une chaîne YouTube, je crois qu'il l'alimente encore de temps en temps, et il y a quand même du bon contenu dessus. Et pour finir, mes dernières références et non des moindres, ce sont mes recherches et mes cours de médecine. Donc tout ce qui touche à la médecine d'urgence, à la traumatologie, bien sûr à la médecine légale. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que peu importe qui on est et ce qu'on fait dans la vie, ça reste essentiel de se former un minimum en premier secours. Et dans le cadre de notre discussion, apprendre les gestes pour survivre à une blessure grave, ça me paraît primordial. En conclusion, que retenir de tout ça? Eh bien, gardez la tête froide, réfléchissez toujours avant d'agir, et puis entraînez-vous. Que ce soit dans un club ou chez vous, avec un ami, un frère, peu importe, mais passez à l'action. Et puis surtout, ne prenez pas tout ce que je dis à la lettre, prenez pas tout au sérieux non plus. On arrive à la fin de cette mini-série sur les couteaux de défense, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà, exactement. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos et laissez votre avis en commentaire. C'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine et en attendant, restez aware. Ciao.
sais que je plais pas à tout le monde. Mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. T'es un connard, toi. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. J'ai dit ce que je pensais, hein? Jean de dame et pour d'un moiseau!